passer au monde de l'édition, qui est un monde en cette saison de prix littéraires qui intéresse beaucoup de monde. Donc je demande à Sandrine Decoeur de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes directeur de la stratégie digital. Marketing. Donc je fais du digital, je mets le digital au cœur entre le marketing et la stratégie. D'accord. Voilà. Pour le groupe Humaine 6. Pour le groupe Humaine 6, qui est un groupe d'édition qui a été fondé en décembre 2016 lors du rassemblement des presses universitaires de France et de Belin, la marque historique des livres d'éducation. Voilà. Et depuis, on a cheminé. Donc, on a 11 maisons d'édition comme Que sais-je, Presse universitaire de France, Belin Éducation. On a créé les éditions de l'Observatoire sur les essais documentaires. On a racheté les éditions des Équateurs en littérature générale. On a 3 médias que sont Pour la science, Cerveau et Psycho. Et Pour l'écho qu'on a lancé en septembre, et on a des services numériques, notamment avec la société Gérip qui développe des solutions numériques pour lutter contre l'analphabétisation et les maladies en 10. Et on fait aussi des plateformes de e-learning. Voilà. Donc on est une société de 200 personnes, 200 collaborateurs, avec énormément de marques sur 3 activités. Donc le livre, les médias et les services numériques, autour du savoir et de la connaissance. Et donc c'est une maison qu'on connaît bien quand même, via les PUF entre autres, voilà. ou Belin dans le secteur de l'enseignement supérieur. Juste revenir peut-être sur le secteur de l'édition, parce que nous on ne connaît pas forcément ce que ça représente ou quels sont les acteurs principaux peut-être du secteur de l'édition. Je peux faire comme ça une petite... Alors le marché de l'édition en France, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui se diffusent en librairie et sur d'autres canaux de vente. C'est un marché qui est à la fois très concentré dans des groupes très, très importants comme Hachette Livre, Editis, Média Participation et Humaine 6. Et c'est un marché aussi où la culture entrepreneuriale est très dynamique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petites maisons d'édition spécialisées, parce qu'en fait, il y a pour devenir éditeur, finalement, il y a peu de barrières à l'entrée économique. On peut lancer une maison d'édition sans avoir un gros capital de démarrage. Donc c'est un marché qui est très vivant en France. Il y a énormément d'auteurs, énormément de productions. Donc on est sur un marché de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est comme un petit marché, plutôt stable. Donc quoi qu'on en dise, en fait, en termes de valeur, c'est un marché qui fait -1, +1 en fonction des années, en fonction des fameux best-sellers. Donc c'est pas un marché en forte décroissance comme on pourrait le penser et en forte mutation, mais c'est un marché qui se transforme, et notamment les groupes bougent et avancent sur toutes les stratégies digitales et marketing et repensent un peu leur façon de communiquer et de faire du marketing. Ça devient assez essentiel. Surtout que c'est un marché en fait où la production éditoriale, les nouveautés sont d'année en année toujours plus nombreuses. Donc la question, c'est sur un marché étal, en fait, comment donner plus de visibilité à ces productions, et donc les éditeurs là rentrent en concurrence sur comment sortir le bon titre, le présenter à la bonne personne au bon moment, quel que soit le canal de diffusion commerciale. Donc c'est un secteur qui est très dynamique. Et justement, en fait, quand on pense à l'arrivée du numérique, tout de suite, il y a eu des cris partout en se disant « Ah, mais le numérique, c'est les antipodes de l'édition ». Mais comment ce monde de l'édition s'est transformé, en fait ? Comment est-ce que depuis quelques années, ça a évolué ? Alors en fait, le marché du livre et le monde de l'édition a été un des premiers marchés à se faire disrupter. C'est un mot qui n'est plus très à la mode, mais à se faire disrupter. C'est-à-dire qu'Amazon est arrivé en 98 et a transformé la façon d'acheter du livre. Aujourd'hui, le e-commerce, et on est tous, même si on adore la librairie, on achète tous des livres rapidement sur Internet, surtout quand on en a entendu parler ou vu une analyse ou une critique ou un commentaire sur un livre qui cite. Notre premier réflexe, c'est de googler et de trouver le livre. Et on a pris l'habitude de se faire livrer le livre chez soi en moins de 24 heures. Et donc, c'est aujourd'hui Amazon qui rafle tout le marché du e-commerce. La vente de livres sur Internet représente entre 20 et 30% du marché. Après, il y a les réseaux de retail, donc Cultura, les Furets du Nord, qui sont très, très dynamiques.
Et il y a les libraires indépendants qui, sur le marché français, en fait, il y a une structure un petit peu particulière parce que culturellement, on est très attaché à nos libraires, qu'il y a énormément de librairies en France sur tout le territoire, notamment dans les grandes villes. Donc, on a, nous, en tant qu'éditeurs, 3 relations à inventer, à créer, à faire évoluer avec nos 3 gros distributeurs que sont les libraires indépendants, les réseaux de retail qui sont très organisés et le e-commerce, sachant qu'aujourd'hui, le e-commerce, il est majoritairement occupé par Amazon. Et donc, on est tous les éditeurs sont très dépendants des relations commerciales avec Amazon. Donc, on essaye tous de sortir de cette dépendance d'Amazon avec différentes stratégies. Oui, du coup, on a vu, par exemple, les libraires indépendants parisiens sont réunis sous une marque des librairies indépendantes en essayant de concurrencer. C'est vrai que c'est quand même des choses qui sont très, très complexes. Et d'un point de vue organisationnel au sein du monde de l'édition, au sein d'une maison comme Imensis, est-ce que le numérique a aussi changé les choses dans l'organisation, un process, je ne sais pas. Alors, là où le digital et la communication digitale ont bougé les choses, c'est que historiquement, en fait, le livre se basait sur les relations publiques. C'est-à-dire le marketing du livre est très ancré dans la relation publique et culturellement et historiquement dans la relation presse. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, l'une des problématiques du média et de la presse, en France et dans le monde entier, c'est que l'audience est structurellement en décroissance de moins 10% par an. Et de ce fait, dans le milieu du livre, parce qu'on s'appuyait tellement fortement sur les relations publiques, sur la valorisation des auteurs, de celui qui était à l'initiative du livre, qu'on envoyait en communication, et que ce marché est en train de décroître fortement, c'est-à-dire il n'y a plus des canaux d'influence qui peuvent porter la voix d'un auteur. Ce marché est en train de décroître fortement. Tous les éditeurs sont en train de se creuser le cerveau assez rapidement parce qu'en fait, on n'a plus le même impact sur la vente de nos livres. Et ça ne va pas se retourner en 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que c'est une tendance lourde. On achète beaucoup moins de médias qu'avant, à titre personnel, parce qu'on est beaucoup plus happé par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par le média gratuit sur Internet. Et on voit dans nos usages au quotidien, en fait, nos façons d'accéder au savoir, à la connaissance, à une recommandation ont complètement changé. Donc, dans les années 80, on avait 3 chaînes de télé, 10 grands médias quotidiens, et c'est comme ça qu'on s'informait. Aujourd'hui, en fait, on est sur notre smartphone. C'est même pas on est sur Internet, c'est qu'on est sur notre smartphone et que la communication digitale, en fait, est structurée par un oligopole. Et en gros, il y a le groupe Facebook, le groupe Google, Alphabet, et il reste 10 à 20% du marché, de l'audience, pour les autres. Et toutes les marques, en fait, sont en train d'essayer de développer des audiences au sein du groupe Facebook avec Facebook, Instagram, au sein du groupe Alphabet avec toutes ces méthodes de moteur de recherche. Et on est hyper dépendant en communication. C'est-à-dire que nous, la stratégie qu'on a mis en place au sein du groupe Imensis, c'est se dire on établit des liens directs, indépendants des GAFA, des liens directs avec nos lecteurs. Et pour ça, en fait, le seul média qu'on a en direct, qui est un média facile à mettre en œuvre, qui a les mêmes règles depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de changement d'algorithme, c'est l'emailing, le newsletter. Vous croyez, parce qu'on annonce toujours la mort de l'emailing régulièrement. Ça fait 20 ans, depuis que ça existe. On se dit toujours, c'est mort, il y a un nouveau truc qui arrive, voilà. On oublie. Donc finalement, l'emailing reste quelque chose qui est pour vous au cœur de vos... Nous, sur nos cibles, nos lecteurs, c'est plutôt des lecteurs plus de 25 ans, plus de 30 ans. Sur nos cibles, l'emailing est particulièrement privilégié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une marque adresse une newsletter à quelqu'un, elle arrive directement sur son smartphone, donc c'est ouvert à 50-60% sur le smartphone, dans sa poche, au creux de sa main. Donc dans un environnement concurrentiellement complètement protégé, puisqu'il n'y a pas, comme sur Google ou sur Facebook, des marques qui peuvent s'immiscer dans nos messages. Donc on est super protégé. Donc nous, en termes économiques et de mesures d'impact, c'est le vecteur principal de nos stratégies de marketing et communication. Et en plus, on a la culture dans les groupes d'édition, tout le monde sait écrire et tout le monde écrit. Donc la production de contenu pour générer une audience de qualité, une audience captive,
est facile pour nous. Et donc, du coup, on lance des verticales via emailing. Notamment, là, on a lancé une newsletter hebdomadaire, Humaine Science, à l'occasion de la création d'une nouvelle maison d'édition. Et une fois par semaine, tous les mardis soirs, on a une newsletter dédiée à la science avec une sélection d'articles, un petit mot d'Étienne Klein. Voilà. Donc, et on anime notre communauté comme ça. Via la newsletter. Via la newsletter. Et d'un point de vue, alors peut-être qu'on peut se plonger plus dans l'organisation de la maison si vous voulez. Ou je ne sais pas. Oui, tout à fait. Parce que moi, je trouve ça intéressant de voir comment en fait vous avez réussi à migrer le groupe vers un groupe assez dynamique, avec finalement une méthodologie interne qui est agile. Et peut-être que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu plus. Alors, nous, l'histoire de notre petit groupe, c'est fin 2016, on fusionne, on rassemble avec les joies qu'on peut s'imaginer à vivre dans une fusion. Donc, on a une culture et un ADN très fort sur l'humanisme et la bienveillance. Donc ça a été assez super. Et ce qui a permis, lors de la création de ce groupe, de créer une petite entité qui fait avancer tout le monde sur le digital. Et on travaille quasiment en interrelation avec les équipes marketing et communication dans chaque marque. On est une forme de prestataire de service où on peut être à l'initiative d'innovation, mais on accompagne et on aide. Et donc, on forme sur certains projets d'innovation autour du digital. On fait des petites équipes collaboratives avec ceux qui ont bien envie. On part vraiment du volontariat, ce qui permet d'avancer vite, et on se rend compte qu'en faisant des petits pas, des petites équipes très agiles en fait, avec des compétences partagées, on donne envie aux autres, parce que quand les projets sortent en fait, les autres se disent ah oui, nous on a aussi envie de faire ça et on va le déployer chez nous. Ça c'est une première façon de faire qu'on a mis en œuvre depuis 2 ans assez naturellement, parce qu'il n'y avait pas une grosse organisation matricielle très figée, parce qu'on était en construction et on est toujours en construction sur le sujet. Et après, on a quand même un gros enjeu sur le digital, c'est que le digital coûte très cher en techno, en méthodo, en agence. Il faut construire, donc on est obligé à un moment de se dire on mutualise, on industrialise toute la partie technologique du digital. Et donc ça, c'est assez centralisé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on infuse et on diffuse. Et là, je reprends une expression de Maud Bailly, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe compétente, on travaille avec des agences expertes. Et ce qu'il faut, c'est faire avancer tout le monde sur le sujet. Donc on est vraiment comme un sachet de thé qui infuse en faisant des projets. On passe par le faire, en fait. On passe pas trop par les présentations, les plans stratégiques et les axes orientation. On passe plutôt par le faire. On se met d'accord, on est d'accord, on y va. Et ça donne valeur d'exemple et ça se propage. Et quand on est dans l'échec de ce qu'on a fait, on rame, ou on se dit bon, c'est peut-être pas la bonne voie. Est-ce qu'on continue à s'acharner sur le voie, parce qu'on a beaucoup d'échecs et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme on aurait prévu, mais on évite de passer par des plans en fait. On a des axes stratégiques sur le digital et le marketing qui ont été fixés en fait à la création du groupe, qui vont durer 3 à 5 ans. Et là, on est en phase de construction. Et donc chaque année, on se remet un petit peu en cause sur ces axes stratégiques et en fait, on se rend compte qu'ils bougent pas, parce qu'en fait, c'est vraiment des visions macro. Voilà. Développer, je peux vous en parler en fait, c'est développer le business transactionnel en direct, non pas pour conquérir des parts de marché, mais pour avoir récupéré la donnée utilisateur, développer la relation directe au lecteur final, et ça, quel que soit le canal de vente. Donc on est vraiment sur des stratégies, les fameux ATAWAD, c'est-à-dire que notre lecteur, notre fameux gros lecteur qui aime sa maison d'édition, quel que soit le lieu où il se trouve, il doit pouvoir trouver le livre sur son smartphone, en librairie, dans la rue, partout. Mais c'est lui qui a l'initiative de je veux cet ouvrage, je veux découvrir la pensée de cet auteur. Et le troisième axe, c'est l'industrialisation, la mutualisation, pour pas avoir des projets dans tous les sens qui sont épuisants et qui n'ont pas d'impact. Donc on est très rationnel. Voilà. Ça, c'est les trois façons de mener la transformation culturelle, digitale et marketing dans le groupe. Et qui en fait passe aussi par la création d'une librairie comme la librairie des presses universitaires de France, qui au moment de son ouverture avait fait parler d'elle parce qu'il y avait cette possibilité d'imprimer quasiment un livre à la demande. Comme ça permettait à la librairie de ne pas avoir toutes les collections, mais de l'imprimer quand on vient. Et donc du coup, ça avait quand même marqué les esprits à l'ouverture. Il y avait eu vraiment tout le monde en parlait, ce qui est génial. Mais du coup, si on devait faire un peu de prospective,
on irait vers où pour vous, les 2-3 pistes pour la prospective pour le monde de l'édition? Pour le monde de l'édition, je pense que c'est un marché qui est assez stable et donc qui doit permettre aux groupes d'édition de prendre... c'est un marché qui est stable, un métier qui est connu et ancré, qui pour l'instant, comme c'est un petit marché, il n'est pas prêt de se faire complètement disrupter par des acteurs, des startups qui leveraient des millions d'euros pour rentrer sur ce marché, parce qu'en France, c'est un marché de 5 milliards, donc je ne sais pas qui ça peut intéresser. Non, mais c'est vrai. Et puis, on s'est déjà fait disrupter sur une partie de la chaîne de valeur par Amazon. Mais en revanche, c'est un marché culturel qui est en train de se développer, parce que quand on voit un grand groupe comme Vivendi racheter le groupe Editis, et Hachette, qui est le pilier de développement de la stratégie de recentrage sur le livre, une des problématiques aujourd'hui, c'est que le marché du média est très très compliqué. Et le livre étant un média, en fait, c'est un marché qui est encore très stable. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Et moi, c'est pour ça que j'adore être dans ce secteur-là. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, tout en étant, en fait, on sait très bien que l'avenir du livre se fera dans le livre papier, dans le livre. Oui. Ça, c'est une conviction très forte. Oui. On garde le papier. C'est comme l'email, c'est pas encore mort, quoi. Voilà. Même si on dit non, mais tout le monde veut l'enterrer tout le temps. Dans tous les sens, etc. On sait que pour l'instant, ça a fait beaucoup de flops dans le milieu de l'édition. Voilà. Donc, non, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le secteur de l'édition? Si vous voulez en savoir plus? Non? Vous savez tout? Ah, c'est une question tout au fond. J'ai pas le micro. Il est parti. Il est mort. Une question rapide. Oui. Vous disiez que le marché est stable, et donc par rapport à... Mais vous disiez qu'en même temps, il y a une multiplication de production, et il y a une question de coût de production de création de contenu pour rester en contact et pour aller chercher les droits. Et donc, même si le marché est stable, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voulez en termes de dépenses, en fait? Alors, le marché est stable avec une production des nouveautés en croissance, ce qui fait qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a le marché qui est tiré par quelques best-sellers. Hein. Donc, par exemple, quand il y a un nouvel Harry Potter qui sort, qui est traduit dans tous les pays, ou un nouvel Astérix, en fait, ça tire le marché parce que c'est des gros best-sellers que tout le monde achète. Après, c'est une économie quand même, c'est un marché économique qui fonctionne sur la baisse des coûts de production, d'impression et d'édition du livre. Aujourd'hui, par exemple, nous, notre groupe, donc on a toute notre chaîne de production et d'impression qui est imprimée quasiment à la demande, avec des algorithmes qui prédisent en fait le stock sur les 10 premiers jours, le stock nécessaire sur les 10 prochains jours. Et on imprime juste ces quantités. Ça, c'est pas pour... en fait, au lancement des livres, on fait des quantités d'impression en stock, donc avec un investissement sur le produit, mais après, on est en flux tendu complètement sur le stock. Ce qui a changé en fait l'économie de l'édition. Et du coup, le poids le plus important en fait, pris dans la diffusion du livre par le e-commerce permet de remonter des vieux titres, en fait, et des titres qui ne sont pas dans la nouveauté. Donc l'édition, le marché de l'édition fonctionne sur deux jambes. Les titres longs, ce qu'on appelle de fond, en fait, qui sont sortis il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, qui sont encore sous droit, et les nouveautés qui dynamisent le marché, mais c'est pas, on est plutôt sur un équilibre moitié-moitié, en fait. D'où l'importance d'avoir des stratégies pour les groupes d'édition, d'acquisition et de concentration, parce que quand on rachète une maison d'édition, on rachète tout son catalogue, et c'est un business de gestion de droits, en fait. Voilà. Et donc, on est dans un environnement qui est en phase de concentration, là, avec du rachat de maisons d'édition, du recentrage de stratégies sur les contenus. Et l'édition, en fait, c'est un marché de contenu, en fait. Nous, on met le cœur de notre métier, c'est de mettre du contenu sous droit, ce qui est l'antithèse du digital, parce que dans le digital, tout le monde produit du contenu gratuitement, sans droit et sans se poser la question, mais ce contenu exclusif que j'ai produit, pourquoi je n'en retire pas de bénéfices? Et ça, c'est des questions qui sont en train d'arriver. Donc l'édition, de fait, en fait, c'est la gestion de droits d'auteur et de création intellectuelle, en fait, qu'on peut revendre à d'autres maisons d'édition en d'autres langues. On peut revendre les droits audiovisuels à des sociétés de production audiovisuelle. Voilà, donc il y a une déclinaison aussi et il y a un revenu assez significatif qui est issu de cette gestion de droits. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine.
Bonjour. Yann Riveau-Alain. Je parlerai moins près. C'était juste un constat que je voulais partager et je voulais avoir ta validation. Si Amazon a 30% du marché, normalement quand Amazon a 30% de marché, c'est lui qui dicte le prix. En France, le prix n'est pas dicté puisqu'il est fixé. Donc s'il est fixé, c'est qu'en fait Amazon doit avoir des marges démentielles sur le bouquin en France. En fait, le marché en France de l'édition est un marché assez régulé. Tout le monde est, c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre et tout le monde s'aligne. Et après, en fait, avec chaque distributeur, on négocie sa fameuse commission, rétrocession. Et c'est vrai que la difficulté avec Amazon, qu'ont toutes les maisons d'édition, tous les éditeurs, c'est ce bras de fer. Et je pense dans aucun secteur, mais les très grosses multinationales comme L'Oréal, Henkel et autres, ont suffisamment de poids pour négocier avec Amazon. Parce qu'on ne peut pas refuser à un commerçant de diffuser vos livres. Donc, on est conscient que la vente du livre passe pour un tiers, 30% par le e-commerce, pour l'instant qui est fortement occupé par Amazon, majoritairement. Nous, on a depuis 4 ans, depuis 2 ans, déployer des stratégies de vente directe et des stratégies alternatives pour continuer à développer une forme d'autonomie à Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché du livre est un marché d'offres, donc plus on est diffusé, plus on diffuse son catalogue partout, et là on retrouve des stratégies e-commerce standards, plus on diffuse notre catalogue partout, en fait, plus on servira le lecteur final, qu'il aille sur Amazon, qu'il aille directement sur Google, qui est en train en France de déployer sa marketplace. Donc bientôt, on va pouvoir acheter directement un produit en restant chez Google, pas en allant chez un marchand, ou qu'il aille chez Amazon. Voilà. Il y a une question, j'ai passé le micro par là-bas. Merci. J'ai juste une question en vous entendant. C'est effectivement aujourd'hui Amazon rafle 30% du e-commerce parce qu'il y a une stratégie de distribution. Comme vous disiez, je commande un bouquin, dans les 24 heures je l'ai. Donc comment s'organisent effectivement les groupes d'éditeurs ou comme vous pour concurrencer cette stratégie de distribution? Ou est-ce que vous amenez finalement par vos stratégies différenciées à faire venir le lecteur dans vos maisons d'édition et aller acheter le livre, ou alors vous vous organisez comment vous vous organisez sur la distribution finalement pour arriver à tenir et à faire que la personne dit moi sur Amazon, moi je le vis 100 fois sur d'autres produits, je me dis quand même c'est pas mal d'avoir chez soi en 24 heures un truc que j'ai commandé. Ouais. Je vais pas attendre plusieurs jours. La promesse la promesse consommateur d'Amazon est très très forte en fait. Nous, on a ouvert pour chacune de nos maisons d'édition, on a ouvert des sites de marque proposant le e-commerce. Et on a je vais dire des secrets là. On a un POC qui a été fait avec la librairie des puffs, le site puff.com et la librairie des puffs, où on permet le fameux click and collect qui est déjà très culturellement déployé, notamment pour toutes les marques de mode, de retail en fait, qui font la passerelle entre leur site de marque qui permet le e-commerce et aller chercher son objet en point de vente. Donc on a lancé un premier POC sur le site puff.com. Il est possible d'aller retirer en fait sa commande à la librairie des puffs, 60 rue Monsieur le Prince, qui fonctionne très bien. Et donc, on a des voies en fait où on récupère la donnée utilisateur, on récupère le contact, même si c'est pour une part, pour l'instant, pas très significative du chiffre d'affaires d'ensemble, mais qui nous permet d'avoir la fameuse donnée du gros lecteur et de récupérer le contact direct avec les passionnés, ce que j'appelle les passionnés de nos maisons d'édition. Et en fait, c'est dans le livre s'en vend beaucoup par bouche à oreille. Si vous êtes un gros lecteur, vous vous informez directement en fait de ce qui sort sur vos réseaux sociaux, dans des communautés très spécialisées. Si vous n'êtes pas un gros lecteur, en fait, vous avez toujours autour de vous un copain qui lit beaucoup. Et avant de partir en vacances, vous lui demandez « Tu me recommandes quoi à lire pour cet été ?» en fait. Donc le bouche à oreille est un vecteur très puissant de vente du livre. Et donc ce qui fait que nous, notre enjeu, c'est pas tant
temps de récupérer en direct le e-commerce, parce qu'on a à peu près, en termes de marge nette livrée client, la même rentabilité qu'on vende par Amazon, par un libraire ou par un retail, ou même en direct en fait. L'enjeu, c'est de capter en fait ces gros lecteurs qui sont les lecteurs les plus engagés auprès de nos marques, pour bien les connaître. Et aujourd'hui, on a quand même des méthodes pour faire de la publicité sur des cibles comparables. À partir du moment où on a un échantillon significatif de son clientèle, on peut dupliquer les modèles et aller chercher en termes publicitaires un impact pour chercher les gens pareils, les gens similaires, les fameux look-alike. Voilà. Donc ça, on est plutôt sur ces stratégies, parce que construire, alors que nous, un éditeur, c'est un fabricant de produits en fait. Construire des stratégies de vente directe et d'entrée sur le marché en direct, aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est très coûteux pour des maisons d'édition. Ça se fait beaucoup dans la cosmétique, où des grands groupes ont des stratégies de rentrée en vente directe, mais c'est une transformation qui est quand même culturellement très très lourde, parce qu'en fait il faut changer de posture, il faut partir de la posture, quitter la posture de je fais des produits, je les mets sur les marchés et après j'envoie du marketing, à passer sur je me mets en relation directe et je fais de la vente directe avec toute la culture de la VPC, du marketing direct, du CRM de manière très puissante. Donc c'est quand même des transformations qui sont très lourdes. Donc nous on le fait doucement. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'être en connexion directe avec notre cœur de cible et de ne pas aller plus loin. On le laisse à Amazon, on le laisse à la Fnac, parce que le e-commerce est un marché extrêmement concurrentiel. Une question, désolée. Notamment sur Amazon. On voit aujourd'hui quand même que Amazon élargit son champ d'intervention, puisqu'il est certes distributeur, mais aujourd'hui, il donne l'opportunité au grand public, finalement, de produire et de vendre sa propre production, c'est-à-dire que vous avez tout un service sur Amazon qui permet à n'importe qui de publier son bouquin en format numérique. Donc, je ne suis pas certaine de la qualité, mais bon, après, je ne suis pas critique littéraire. Aujourd'hui, est-ce que Amazon va dans une stratégie à la Netflix, c'est-à-dire qu'à la base, je distribuais du contenu et aujourd'hui, je vais en produire et quelque part, je vais prendre le pas sur ces maisons d'édition? Ou est-ce que c'est une stratégie, selon vous, opportuniste et que le meilleur gagne en fonction finalement des meilleures ventes et de la diffusion qui peut se faire? Alors, on ne sait jamais, c'est très compliqué de décrypter les stratégies à long terme d'Amazon. Son métier historique, Amazon, en fait, c'était de vendre du livre. Aujourd'hui, ils font du cloud, c'est une multinationale énorme qui fait énormément de métiers différents. La position sur l'auto-édition d'Amazon, c'est une position hyper rationnelle. C'est de se dire, on a la chaîne logistique, on a l'audience de lecteurs du livre, pourquoi on n'irait pas chercher des autres? On sait imprimer puisqu'on a nos chaînes d'impression. Il nous manque rien en fait pour rajouter la brique en disant en fait on va aller séduire des auteurs en disant vous n'arrivez pas à être édité dans des maisons d'édition qui sont plus sélectives, venez chez nous. Et puis ça coûte rien. Et on est vraiment dans la culture de l'UGC, de la création de contenu par l'utilisateur, sauf que là, il y a une mise sous droit qui est faite. Et du coup, à partir du moment où, en fait, en auto-édition, sur Amazon, les ventes décollent, ce qui se passe, c'est que les groupes d'édition et les maisons d'édition vont négocier les droits pour diffuser plus amplement et plus largement. En mettant... Donc c'est peut-être une façon de tester le marché. Voilà. Et sachant que moi j'ai une conviction assez forte sur Amazon, c'est que en étudiant en fait la rentabilité de la vente d'un livre sur Amazon, c'est pas forcément très rentable, même pour Amazon, qui doit avoir des coûts par rapport à ses volumes de e-commerce assez bas. En revanche, c'est une stratégie d'acquisition client pour eux qui est phénoménale, puisqu'ils ont Amazon met à disposition en vente la totalité des ouvrages, par exemple sur Amazon.fr, disponibles en France. Il y a tout, vous trouverez tout. Merci beaucoup.